Bonsoir à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors cette nuit, ce soir, c'est avec Raymond Radiguet que nous allons partir en vadrouille. En effet, je vais avoir le plaisir de poursuivre la lecture du bal du comte d'Orgel, voilà, de l'auteur du Diable au corps, un auteur donc qui a écrit au tout début du XXe siècle. Il était notamment soutenu par Cocteau. Il est mort très jeune puisque Raymond Radiguet n'a passé que 20 ans sur cette bonne terre. Le bal du comte d'Orgel, donc. Pendant la séparation, tout paraissait à François facile et heureux. Mais il cherchait de l'acquis dans ce qui n'était que provisoire et dû aux circonstances. Sur ces entrefaites, un incident de villégiature vint confirmer Mao dans l'erreur où elle était que tout son cœur appartenait à Anne. Ils habitaient encore les environs de Vienne. L'international est scellé depuis longtemps, mais pas où l'on croit. C'étaient des cousins aimés, Paris, la France, que l'on recevait. Les maîtres doivent-ils se brouiller pour une querelle entre domestiques? Les Orgel d'Autriche jugeaient ainsi la guerre. On peut dire que l'on assiste au retour d'âge de l'Europe. À un moment aussi tragique de la vie de ce continent, la frivolité apparaît impardonnable aux yeux d'un Paul Robin. Il se trompe. C'est en ces époques troublées que la légèreté, le dévergondage même se comprennent le mieux. On jouit avec véhémence de ce qui appartiendra demain à d'autres. La nature d'Anne s'émerveilla de cette légèreté. Anne était un gibier facile, marqué d'avance. Depuis l'apparition de François, il avait dissimulé un peu sa nature frivole. Mais François absent, il l'a retrouvé avec d'autant plus de délices qu'à Vienne, ce costume était à la mode. Jadis, le comte n'avait pas hésité à faire à sa femme de petites infidélités. Qu'elle n'en sût rien suffisait au repos de sa conscience. Il n'obéissait pas à des désirs impérieux. De ces petites trahisons, il n'avait pas tiré grand plaisir. C'était par devoir, pourrait-on dire, si ce mot n'était pas trop vif, qu'Anne avait trompé Mao. Pour lui, cela faisait partie de son métier élégant. Il n'en avait obtenu d'autre plaisir que de vanité. Une Viennoise d'une beauté célèbre se trouvait dans le château des cousins d'Anne d'Orgel. Anne fut loin de lui déplaire. Elle le lui marqua. Cet hommage le flatta. Il l'en aurait bien remercié, ainsi qu'elle s'y attendait. Mais la vie de château qui avait facilité les préliminaires rendait difficile la conclusion. Anne d'Orgel respectait trop sa femme pour commettre une infidélité près d'elle. C'est ainsi qu'une chose qui, à Paris, eût été moins qu'un caprice, juste une jouissance d'amour-propre, préoccupa le comte d'Orgel. La Viennoise, mécontente, se fit envoyer une dépêche. Une affaire la rappelait d'urgence dans sa propriété du Tyrol. Madame d'Orgel ne la regretta pas. Elle n'avait rien soupçonné de l'intrigue, mais sans doute était-ce la raison d'une antipathie qu'elle jugeait sans motif. Que l'amour est d'une étude délicate. Mao, qui croyait n'avoir pas à se rapprocher d'Anne, s'en rapprochait bel et bien. Mais ces 2 pas en avant ne les faisait-elle pas par mesure, et parce qu'Anne en faisait 2 en arrière? François de Sérieuse, dans la solitude, croyait juger de tout avec noblesse et clairvoyance. En voulant réviser ses amitiés, ses jugements, il se livrait à un jeu dangereux.
Mao elle-même n'échappa point à cette conquête. François dut s'avouer qu'il l'aimait comme on aime une femme et non comme un ange ou une sœur. À Paris, sa béatitude venait d'une équivoque. Seul à seul avec la vérité et loin du respect que donne la présence, il se désespéra. Il se promenait sur la plage. « Si j'aime Mao tout court, je désire tromper Anne. » L'attitude de Mao lui apparaissait comme la seule sauvegarde de son amitié pour Anne. Il profita de ce qui le désespérait pour ne pas se considérer comme un mauvais ami. Il se répéta qu'il aimait Anne en marge de son amour pour Mao, que même sans Mao, il eût été attiré vers Anne. Il m'enchante et m'amuse. Il représente avec ses qualités et ses travers une longue race dont la descendance de jour en jour se rapproche des autres hommes. Mais n'est-ce pas le charme qu'il exerce sur moi qui m'a rendu injuste envers Paul Robin? N'aurais-je pas un ridicule parti pris de noblesse? Ne serait-ce pas un ensorcellement de par l'objet de mon amour qui me fait déprécier ce qui n'a pas de naissance? Et là encore, quelle idée absurde! Comment un homme pourrait-il être sans naissance? Celle de Paul n'est pas la même que celle d'Anne, voilà tout. François croyait que la solitude le nettoyait. Jugeant avec moins de passion, il se croyait plus juste. À propos de Paul, par exemple, il sentait les concessions que l'on doit faire à la société et que l'on ne peut beaucoup exiger d'elle. Il se rapprochait d'en avoir voulu à Paul de sa méfiance lorsqu'il lui avait raconté l'épisode de Joséphine. François entretenait une correspondance avec Paul, retenu aux affaires étrangères. À dire vrai, ce ne furent pas ses scrupules qui le poussèrent à lui écrire. Il voulait un passeport pour l'Italie. Paul, de son côté, avait presque du remords envers François. Il semblait regretter que les liens de leur amitié se fussent un peu défaits. N'en était-il pas responsable? N'avait-il pas jugé d'une manière offensante et rapide l'amitié de François pour les Orgel? Il allait prendre ses vacances et proposa de venir passer une semaine ou deux auprès de Sérieuse. Dès l'arrivée de son ami, François vit bien qu'il avait perdu cette insouciance dont il jouait d'habitude. Il en a pris la cause avec surprise. Paul, depuis le soir de Robinson, était l'amant d'Esther Wayne. Ça avait été par paresse, vanité, qu'il avait laissé aller cette aventure à laquelle son cœur ne prenait aucune part. Pour Esther, qu'il n'aimait pas, Paul avait abîmé un amour. Il n'avouait pas encore le reste, que cet amour ne le flattait pas, se trouvant hors du monde, et qu'il avait vu dans sa liaison avec Esther Wayne quelque chose de flatteur. Mais Esther Wayne, ayant pris son aventure au sérieux, la cacha. Cela ne faisait point l'affaire de Paul. De plus, rendue jalouse par l'amour, et sentant bien chez Paul une gêne, elle ne tarda pas à deviner sa véritable liaison. Elle put apprendre le nom de sa maîtresse. C'était une petite bourgeoise qui, par amour pour Paul, avait rompu avec son mari. Esther se croyait aimée. Paul s'ennuyait dans sa compagnie. Elle crut que l'ennui qu'il montrait venait de cette autre liaison et qu'il ne savait comment la rompre. Sans rien lui dire, elle se chargea de l'ouvrage. La maîtresse de Paul n'avait jamais soupçonné qu'il la trompât. Il lui devint un objet d'horreur. Elle rompit tragiquement. Paul, atterré par ce travail d'Esther Wayne, lui dit qu'il la haïssait, qu'il ne l'avait jamais aimée et ne voulut plus la revoir. Il avait fait 2 malheureuses et souffrait. Et il se sentait seul, dépouillé, ne pensant plus qu'à reconquérir celle qu'il aimait. Il parlait avec dégoût de lui-même, préparait un programme de pureté. Ce fut dans cette détresse morale qui pousse les plus fermés à s'ouvrir que Paul avait couru à François.
Gagné par les confidences de Paul, François se confia à son tour. Il lui dit qu'il aimait Madame d'Orgel, d'un amour sans espoir, et que son amitié pour Anne le poussait même à ne point souhaiter qu'il en fût autrement. Les deux amis s'approuvaient et il était curieux de voir nos complices, qui si souvent avaient cherché à s'éblouir par le récit de méfaits imaginaires, se piquer d'émulation dans des sentiments qu'ils tenaient jadis pour risibles. La fidélité, le respect de soi-même et d'autrui, ce mélange qui n'est insipide que pour ceux qui n'ont pas de goût, le devoir. Chez le nouveau Paul, cependant, François, à chaque pas, retrouvait l'ancien, le vrai. Paul avait apporté à François son passeport pour Venise. Quand il apprit que Sérieuse devait y retrouver les Orgel, il ne laissa son ami en paix jusqu'à ce qu'il lui proposât de venir. François s'amusait de la dissimulation. Après lui avoir confié ses chagrins les plus secrets, Paul cherchait maintenant à masquer cet aveu. On eût dit que Venise était la propriété des Orgel et de François. Mao continuait d'écrire à François. Elle ne lui parlait guère de l'Italie. Par une de ces inspirations communes qui peuvent figurer l'entente, Anne ni Mao ne semblaient plus tenir à Venise. Chacun attendait que l'autre s'en ouvrît. Ce fut d'un accord tacite, et presque sans souffler mot, qu'ils changèrent de route. N'y avait-il déjà plus que les kilomètres qui pussent séparer Mao de François? Elle se disait qu'elle préférait vivre un peu seule avec Anne, qu'à Venise on retrouve Paris. De son côté, Anne d'Orgel, enthousiasmée par l'Autriche, ne pensait qu'à revenir par l'Allemagne. Ces pays, à cause précisément de leur détresse financière, apparaissaient à son incroyable légèreté comme des pays de cocagne. C'était avec l'excitation d'un enfant qu'il portait dans un sac les liasses de papier-monnaie nécessaires aux menus achats. Ils étaient déjà en Allemagne quand Madame d'Orgel écrivit à François que les circonstances les empêchaient de se rendre en Italie. François avait eu le temps d'envisager cette hypothèse. Son chagrin fut moins vif que le plaisir qu'il s'était promis du voyage, qu'il en avait même tiré avant la lettre. La carte de Mao était si embarrassée, si bonne, elle cherchait tant à s'excuser de leur faux bond qu'elle paya presque François de son chagrin. Après tout, se dit-il, ils reviennent plus vite à Paris. Que cherchais-je? Être près d'elle et seule. Tout le monde est à Venise. Je serai donc à Paris plus heureux que là-bas. Sa nature penchait si fort vers le bonheur que dans un contretemps, il trouvait une source de joie. Paul partit seul pour Venise. La première personne qu'il y rencontra, ce fut Esther Wayne. Il se réconcilia avec elle. Les Orgel ne devaient pas revenir si vite que le croyait François. Savoir qu'il resterait 2 mois sans Mao, il ne l'eût pas supporté en quittant Paris. Mais l'espérance le mena sans peine jusqu'au dernier jour de septembre. Mao lui écrivit d'Allemagne qu'il rentrait chez eux. François fit ses malles. Jamais son plaisir de revoir sa mère n'avait été plus réel. Madame de Sérieuse se détacha, surprise de son étreinte. « Tu n'as pas bonne mine, dit-elle. » Ces mots reformèrent la glace autour d'eux. Il en fut désespéré. Il pensait à Mao. En ira-t-il de même, se demandait-il. Les Orgel étaient revenus depuis 2 jours. François, qui, pendant le voyage, ne pouvait tenir en place à l'idée qu'il reverrait Mao, avait maintenant peur.
Tu t'échappes déjà ? Lui dit sa mère après le déjeuner. Les Orgel sont à Paris, dit-il, avec une gravité extraordinaire. Et comme s'il devait apparaître à sa mère aussi naturel qu'à lui, qu'il se précipita chez eux. « Comme tu es pressé, dit-elle. Et elle ajouta, « Que d'amour !» Elle se tut, s'arrêta net. Au regard de son fils, elle venait de comprendre que ce lieu commun, ces mots prononcés à la légère, répondaient à une vérité. Voilà ce qui arrive, pensait François amèrement. Je me suis laissée aller dans mes lettres. On ne devrait jamais rien dire. Ainsi, de part et d'autre, le froid reprit. François courait le risque, en ne prévenant pas, de ne trouver personne à l'hôtel d'Orgel, mais si Mao était absente, il préférait le savoir le plus tard possible. Car s'il avait supporté de passer 2 mois loin d'elle, maintenant qu'il la sentait proche, il n'eût pu soutenir sans défaillance l'idée qu'il ne la verrait peut-être pas le jour même. Du dehors, l'hôtel d'Orgel lui sembla triste. Il avait l'air mal sorti de son sommeil d'été. Mao était seule. Au nom de sérieuse, elle se leva, fit quelques pas vers lui comme on peut faire quelqu'un frappé par une balle. François lui baisa la main comme s'il l'avait vue la veille. Je pouvais l'embrasser, pensa-t-il. C'est sous cette forme qu'il se traduisit. Anne n'est pas là. En effet, ce fut son absence qui le dérangea. Anne d'Orgel présent, il eût embrassé Mao. Anne était à une partie de chasse et ne devait revenir que le lendemain. Elle ne l'avait pas suivi, fatiguée du voyage. François regardait à peine Mao. Il inspectait le salon, il cherchait une cause matérielle à son malaise. Il s'était fait une telle fête de cette minute. Avait-il changé? Aimait-il encore? Il ne retrouvait plus la chaleur de cette pièce. C'est dommage qu'il pleuve et que nous ne puissions être dans le jardin, pensa-t-il à haute voix. Oui, c'est dommage, dit Mao avec un sourire contraint. Tous deux enfermés seuls, ce qui ne leur était jamais arrivé, ils ne savaient quoi se dire. Il semblait à chacun qu'il fallait jouer un rôle et qu'ils avaient négligé de l'apprendre. L'insouciance ne s'improvise pas. À ce moment, Sérieuse comprit ce que son amour avait d'impossible. Mao et lui, face à face, loin d'être à l'aise, pensaient au comte d'Orgel. L'absence les gênait de celui dont la présence gêne d'habitude les amants. La nuit tombait. Eux-mêmes étaient déjà si obscurcis qu'ils n'y prirent pas du tout garde. Un domestique entra, il portait le goûter. Alors, Madame d'Orgel se réveilla, s'aperçut qu'il faisait noir. Sur un ton de reproche et comme si le domestique eût été responsable de la nuit, elle ordonna d'allumer. D'une table basse, François retira un album. « Regardez-le » dit Mao. « Cela vous distraira. » Ce mot était humble. Elle se sentait impuissante à distraire. L'album contenait les photographies de l'été, point encore mises en ordre. La plupart des visages étaient inconnus de François. « Qui est cette personne? Elle est bien belle, » demanda-t-il en voyant la viennoise. Mais qu'a-t-elle donc pour que lui aussi la trouve belle, pensa Mao. Elle sentit de la jalousie.
Elle crut que c'était parce que ce portrait lui réveillait des souvenirs désagréables, car son système de mensonges inconscients venait de lui révéler soudain les raisons de son antipathie et de lui dévoiler le manège de cette femme auprès d'Anne. Elle se calma aussitôt, ce qui n'aurait point dû être. L'album délivra François d'une moitié de son malaise. N'était-ce pas qu'Anne s'y trouvait partout au premier plan? François revit les Orgel comme avant les vacances. Il eut certes plus de détente à revoir Anne que Mao. Le comte avait rapporté des fumes-cigarettes, des porte-mines d'Autriche et d'Allemagne. Grâce au change, je les ai payés 1 sou. Cette façon de faire valoir ses cadeaux eût assez étonné Paul. François retomba dans une fausse quiétude. Mais s'il continuait à se laisser vivre à la merci de la minute présente, Madame d'Orgel fut, elle, bien vite décidée. Oui, elle était décidée, mais à quoi? C'est ce qu'elle ne se précisait pas encore. Qu'était-ce donc qui avait pu la changer ainsi brusquement? Les mots ont une grande puissance. Madame d'Orgel s'était crue libre d'attribuer à sa prédilection pour François le sens qu'elle voulait. Ainsi avait-elle moins combattu un sentiment que la crainte de lui donner son véritable nom. Ayant jusqu'ici mené de front le devoir et l'amour, elle avait pu imaginer dans sa pureté que les sentiments interdits sont sans douceur. Elle avait donc mal interprété le sien envers François, car il lui était doux. Aujourd'hui, ce sentiment couvé, nourri, grandi dans l'ombre, venait de se faire reconnaître. Mao dut s'avouer qu'elle aimait François. Dès qu'elle se fut prononcé le mot terrible, tout lui sembla clair. L'équivoque des derniers mois se dissipa. Mais après trop de clair-obscur, ce grand jour l'aveuglait. Bien entendu, elle ne pensait pas à regagner ses brumes. Elle eût voulu agir sur l'heure, mais ne savait comment et à qui demander conseil. Tour à tour, s'est abandonnée regarder Anne et François. Pendant cette période atroce, Anne entretint François d'un bal costumé qu'il projetait et dont il avait déjà parlé à sa femme. Il me semble que ce n'est guère le moment, balbutia Mao. Vous êtes modeste, reprit-il. Sans doute on ne donne pas de fête en octobre, mais si nous en donnons une, on en donnera. C'est ce bal qui ouvrira la saison. Madame d'Orgel vivait dans une torture constante. Elle se sentait trop loin de son mari pour en espérer du secours. Elle lui trouvait bien plus naturel de s'adresser à François. Sa pudeur ne pouvait s'y résoudre. Comment lui dire ce qu'elle attendait de lui sans avouer ce qu'il ne devait jamais savoir? Sa personne tout entière reflétait le cruel combat dont elle était le théâtre. Elle n'avait plus sa bonne mine et François, lui, était loin de se douter qu'il causait cette pâleur. Son amour grandissait encore. Elle n'a pas l'air heureuse, pensait-il. Pourquoi donc? Elle aime Anne. Sans doute il ne l'aime pas comme elle le voudrait. Et de son amour et de son amitié combinée,
résultait un état si étrange qu'il résolut d'user de toute son influence sur Anne, pour le pousser à aimer mieux. Car il sentait encore que si Anne rendait Mao malheureuse, il ne pourrait avoir d'amitié pour lui. Un soir que Madame d'Orgel semblait encore plus mal que d'habitude, François, bouleversé, s'ouvrit de ses craintes au comte d'Orgel après qu'elle se fût retirée dans sa chambre. Mao n'a pas l'air bien portante. Ah, n'est-ce pas? Fit aussitôt Anne, soulagée. Vous en avez aussi fait la remarque. Elle me navre, je ne sais pas quoi faire. Elle affirme qu'elle n'a rien. Je ne sais plus comment m'y prendre. On croirait que ma présence l'énerve. D'autre part, comme je suis inquiet, je n'ose la laisser seule. François se trouva en face d'un homme si différent de celui auquel il s'attendait qu'il s'en voulut d'avoir soupçonné Anne d'aimer mal sa femme. Aussi, continua le comte d'Orgel, Mao est terriblement jeune. Elle aurait besoin de plus d'activité. La saison est morne. Sans doute à la rentrée sera-t-elle moins triste. Mais c'est qu'elle ne me facilite pas la besogne. Pour la distraire, j'ai eu l'idée de ce bal. Vous voyez comme elle l'accueille. Je veux la mener chez un médecin qu'on me recommande et qui soigne ce qui n'a pas de nom. Elle refuse. Je ne sais pas quoi faire, reprit Anne d'Orgel, tandis que François, de son côté, se lamentait de tant d'impuissance. Le soir même, comme Mao répondait aux questions inquiètes du comte, « Mais non, je n'ai rien, je vous assure. » Anne s'écria, « Je ne suis pas seule à remarquer votre transformation. François en a été frappé sans que je lui en parle. » Madame d'Orgel se vit perdue. Elle n'avait que trop tardé. Le danger ne lui était jamais apparu si proche. Elle se décida. Le lendemain matin, elle écrivit à Madame de Sérieuse. Voilà, c'est sur l'annonce de cette lettre de Madame d'Orgel que nous allons nous arrêter. Je suis ravie d'avoir passé ce moment littéraire avec vous et avec Radiguet. Je vous invite bien évidemment à nous retrouver sur les réseaux sociaux, #VBN. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Passez une excellente journée si vous vous réveillez et une très bonne nuit si vous vous couchez. Salut.